jours, 12 candidats. Et ce samedi, c'est donc la candidate socialiste Anne Hidalgo qui est en direct et en studio. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Je vous présente pas Benjamin Sportouche, le chef du service politique de RTL. Avant de vous entendre sur la campagne et ces 8 jours qui restent avant ce premier tour, Anne Hidalgo, quand vous entendez que plusieurs figures de la gauche comme Bertrand Delanoë, Elisabeth Guigou, Marisol Touraine, François Rebsamen ont annoncé qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron, est-ce que ça vous attriste ? Je pense surtout à Lionel Jospin, je pense à Bernard Cazeneuve, à Martine Aubry, je pense à Jean-Marc Ayrault, je pense à François Hollande, je pense à tous ceux qui sont restés fidèles à leurs valeurs et ça me réjouit. Ça veut dire que la gauche c'est Macron aujourd'hui ? Ah non, je crois qu'en 2017, certains pouvaient avoir un doute en se disant peut-être qu'il y a quelque chose de social chez lui. On a vu le bilan extrêmement dur. Vous avez deux symboles, la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et en même temps le rabotage des allocations logement qui ont pour 5 euros qui sont venus rendre encore plus difficile la vie de ceux pour qui c'est déjà difficile. Et puis là maintenant vous avez son programme avec un projet de réforme des retraites repoussé à 65 ans, ne pas tenir compte de la pénibilité des métiers. Vous l'avez entendu parler sur le RSA des plus pauvres en expliquant qu'il fallait leur imposer un travail inférieur d'ailleurs au coût du SMIC, d'après ce qu'il nous explique. Bref, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la vie de nos concitoyens, qui ne s'est pas du tout préoccupé de ce décrochage terrible dans lequel sont aujourd'hui les classes moyennes, qui ne regarde pas les questions de pouvoir d'achat, qui considère que les services publics, l'école, l'hôpital, c'est des charges pour le pays plutôt qu'un point d'appui pour notre pays et notre population. Donc non, il n'est pas de gauche. Donc ces personnes-là font fausse route. Mais je vous le dis, je suis aussi très fière de voir que malgré la difficulté, parce que je suis lucide, je vois bien quand même la difficulté de cette gauche républicaine, sociale, laïque, européenne que j'incarne, qui n'a pas encore réussi complètement à se reconstruire. Malgré cela, je vois sur le terrain des femmes et des hommes qui sont là, qui tiennent et qui veulent qu'on porte fièrement les valeurs. J'avais un message de Serge Letchimy, qui est président de la communauté de Martinique, de la région de Martinique, et qui est un grand monsieur, une très très grande figure française, métropolitaine et des Outre-mer. C'est un héritier de Aimé Césaire et qui ce matin m'envoyait un message en me disant « Tu incarnes cet espoir de justice dans ce monde qui est devenu fou ». Anne Hidalgo, les 2% d'intention de vote qui vous concernent justement, cette gauche que vous incarnez, 2%, quand je vous dis ça, 8 jours maintenant du premier tour, comment vous le vivez ? Eh bien d'abord, vous savez, moi je rencontre les gens, je les rencontre, je suis une femme politique engagée pour des idées, des valeurs, et je sais que notre pays a besoin de cette gauche républicaine, parce qu'il y a trop d'injustice, et on le voit, les classes moyennes se saignent tous les jours pour essayer de gagner leur vie, et les salaires sont beaucoup trop faibles, je propose de les augmenter, d'élever leurs enfants, et l'école est devenue quelque chose qui ne sert plus justement cette promesse d'égalité républicaine. Donc tout ça, vous savez, ça me motive, et surtout ce que je vois, c'est le jour d'après risque d'être très très dur pour les Françaises et les Français. Et je pense à ça, et je pense qu'on a besoin dans notre pays d'une boussole, qu'on a besoin de repères de valeurs, et c'est une question de valeurs qui est posée aujourd'hui dans cette élection présidentielle, et je porte ces valeurs républicaine, incarnée par la gauche républicaine dans notre pays. Benjamin. Anne Hidalgo, la justice administrative a de nouveau annulé une disposition de votre nouveau règlement du temps de travail à la mairie de Paris. Règlement qui offre 3 jours de RTT supplémentaires à vos agents. Vous imaginez, quelle horreur, horreur. 3 jours de RTT aux agents, mais quelle horreur, mon Dieu. Au titre d'une pénibilité spécifique à la capitale. Bien sûr. Alors, 2 questions. Est-ce que vous allez vous conformer à ce jugement ? D'une part, et d'autre part, si vous étiez élu président de la République, est-ce que vous pourriez appliquer cette règle à tous les Français, c'est-à-dire plus de pénibilité, plus de RTT. D'abord, je reviendrai sur cette loi, qui est une loi qui montre là aussi à quel point Emmanuel Macron n'a rien à voir ni avec la gauche, ni avec le monde social, ni avec le monde du travail. C'est une loi qui a été prise pour faire en sorte que dans les collectivités, il ne puisse pas y avoir des accords plus favorables sur le temps de travail. Moi, j'ai souhaité, parce que c'est un accord qui avait été conclu par Bertrand Delanoë en 2001, j'ai souhaité que l'on puisse tenir compte
de la pénibilité des métiers et aussi d'ailleurs de l'égalité femmes-hommes. Et là, j'ai fait ces propositions qui sont d'ailleurs accompagnées par les organisations syndicales de la ville parce que je crois au dialogue social, même si ce n'est pas toujours facile. Et l'État a décidé d'aller devant les tribunaux pour empêcher que la pénibilité soit prise en compte dans le travail des agents publics, comme s'ils n'avaient pas été en première ligne, comme si les éboueurs, les égoutiers, comme si tous ces gens qui étaient en première ligne n'avaient pas fait un travail pour lequel il fallait quand même aussi tenir compte un peu de la pénibilité. Bien sûr que je me conforme à la loi, toujours. Vous savez, moi, je suis légaliste. Mais si je suis présidente de la République, je reviens bien sûr sur cette réforme qui est totalement injuste. Et je laisse par ailleurs l'autonomie, mais de quoi on se mêle, l'autonomie aux collectivités locales. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que cette loi soit totalement conforme à la Constitution du point de vue de l'autonomie des communes, des départements, des régions à organiser le dialogue social et le temps de travail comme elles le souhaitent en conformité avec la loi. Mais là, c'est une loi qui vous disait qu'on ne pouvait pas être plus favorable dans les accords locaux. Pour vous. Absolument, alors, totalement. Autre question d'actualité, Anne Hidalgo, c'est l'affaire McKinsey. Le gouvernement a eu des recours à des cabinets de conseil, dont McKinsey, donc, mais comme tous les gouvernements en fait, qui l'ont précédé, j'ai vérifié, ce fut le cas aussi sous François Hollande. Est-ce que ce n'est pas un faux procès que l'on fait à Emmanuel Macron ? D'une part, et vous, est-ce qu'à la ville de Paris, vous avez recours ou pas du tout à des cabinets de conseil ? On a recours et la question n'est pas recours ou pas recours du tout au cabinet conseil, mais pour des tâches quand même qui sont beaucoup plus circonscrites à des sujets qui ne sont pas ceux sur lesquels on a les compétences en interne dans la fonction publique. C'était l'informatique majoritairement les contrats qui ont été passés. Non, donc, vous savez, quand on a des contrats qui sont passés là, comme ça a été le cas sur la réforme des APL, sur la réforme de l'école, sur les questions de sécurité sociale, on est dans autre chose. C'est l'abus de ces contrats qui est un problème. Et en fait, il révèle quoi ? Une philosophie dans laquelle Emmanuel Macron considère que finalement les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les corps d'inspection qui sont là pour justement évaluer et nous permettre d'avancer, d'améliorer la qualité des services publics, que tout ça ne sert à rien. Puis quand même, il a fait un certain nombre de cadeaux à des gens qui eux-mêmes se sont un peu goinfrés sur la bête, puisque en plus, ils n'ont même pas payé d'impôts depuis 10 ans, c'est-à-dire ils ont fait de l'optimisation fiscale qui est plus proche de mon point de vue. Mais pourquoi ces cadeaux ? Parce que pour vous, il y avait une connivence ? Proche d'ailleurs de l'évasion fiscale que de l'optimisation. Parce qu'ils partagent la même philosophie ultra-libérale qui considère qu'on n'a pas besoin de services publics dans le pays, que les fonctionnaires, ça ne servirait à rien. Et quand on voit l'état du pays, l'état des injustices, vous savez, se dire que l'école ne servirait à rien alors que c'est le creuset, c'est ce qui fait qu'on peut donner une chance aux enfants de toutes les catégories. L'hôpital, considérer l'hôpital comme une entreprise, ce qu'ils ont fait, c'est considérer que la rentabilité de l'hôpital, elle ne tient pas compte de critères qui sont liés à autre chose, à l'humain. Écoutez, la philosophie de ces gens-là, la philosophie, c'est l'argent avant les gens. Et moi, c'est pas ma philosophie du tout. Je tiens à nos services publics et je tiens à ce qu'effectivement on puisse s'appuyer non seulement sur les fonctionnaires pour les rendre efficaces, mais il y a aussi le Parlement qui a un rôle d'évaluation qui n'a pas du tout été mis à contribution. Et pour moi, c'est beaucoup plus sain que les évaluations et aussi les conseils stratégiques se passent dans un cadre où les gens ne sont pas simplement là pour gagner beaucoup d'argent sur le dos de la bête. RTL présidentielle. Une fois à l'Élysée. En direct avec Anne Hidalgo, ce matin la candidate socialiste. Anne Hidalgo, 3 questions courtes et s'il vous plaît, 3 réponses rapides. Votre première mesure en tant que présidente ? Ma première mesure, c'est l'augmentation des salaires. Donc, grande négociation salariale dans tout le secteur public et privé. Et 15% d'augmentation du SMIC, ça veut dire 200 € net par mois de plus pour les travailleurs au SMIC. Donc, un SMIC à 1460 € par mois. Anne Hidalgo, le premier chef d'État que vous rencontrez ? J'irai voir, bien sûr, Olaf Scholz. Et puis, tout de suite après, j'irai voir Macky Sall, qui est à la fois président du Sénégal, mais aussi président de l'Union africaine. Et un troisième voyage qui me tient beaucoup à cœur, dans le Kurdistan irakien, parce que là-bas, il faut soutenir ces gens qui se battent encore face à Daesh, à l'islamisme radical, et qu'on a un peu abandonné. Vous faites entrer qui au Panthéon, Anne Hidalgo, si vous êtes présidente ?
D'abord Olympe de Gouges, parce que quand même, depuis le temps qu'elle attend et qu'elle est un symbole pour nous, les femmes, de ce courage en politique et de cette invisibilité. Deuxièmement, Gisèle Halimi, parce que là aussi, parmi nos contemporaines, c'est cette grande voix du droit et du droit des femmes. Et troisièmement, le groupe Manouchian, parce que là, c'est aussi reconnaître la part de tous ces étrangers qui ont contribué à la libération de notre pays. Groupe de résistants arméniens qui avait contribué. Oui, arménien et au-delà, mais lui était arménien, bien sûr. Alors, Anne Hidalgo, venons-en à vos propositions de campagne, notamment sur les retraites. Vous souhaitez donc maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Mais comment on fait pour équilibrer les comptes ? Est-ce que vous n'augmenterez pas le nombre de trimestres de cotisation, comme l'avait fait tout de même quasiment en catimini Marisol Touraine sous François Hollande, on s'en souvient ? D'abord, 62 ans, pas un de plus. 65 ans, c'est un âge injuste. Beaucoup de nos concitoyens n'arriveront pas à cet âge-là en bonne santé, voire seront morts avant d'exercer ce droit fondamental qui est celui d'avoir une autre vie possible après le travail. Deuxièmement, je réintroduis ce qu'on appelle les critères de pénibilité. C'est quoi ? C'est, par exemple, vous travaillez sur un marteau-piqueur, pas besoin de faire un dessin, vous avez une espérance de vie inférieure à la vôtre, cher Benjamin Sportouche. Vous travaillez dans une ambiance de, par exemple, de produits chimiques. Vous avez aussi une espérance de vie inférieure. Vous êtes une femme travaillant dans un EHPAD. Vous portez des personnes, des patients toute la journée. Votre dos est bousillé à 50 ans. Vous avez aussi une espérance de vie inférieure. Je réintroduis ces critères. Qui les avait supprimés ? Parce que dans la réforme Touraine, il y a effectivement cette idée que plus on rentre tard dans le monde du travail, plus on peut effectivement... Est-ce qu'il y en aura plus sous Anne Hidalgo présidente ? C'est sûr, parce qu'il y a quand même un déficit qui va augmenter, dit le Conseil. Alors, je vais venir sur le déficit. D'abord, cette réforme-là, sur le plan de plus on rentre tard, plus on part tard, me paraît juste. Et pour vous, pour moi, franchement, le sujet, c'est pas 62 ans ou 65 ans, parce qu'on n'a pas des vies avec un travail qui soit à ce point pénible que nous serions très abîmés. En revanche, le problème, c'est pour ceux qui ont ces vies justement avec un travail pénible. Pour eux, je propose qu'ils puissent partir même avant 60 ans, d'accord ? Avant 60 ans, avec des bonus qui sont des bonus liés à la pénibilité de leur travail. Est-ce que les comptes sont équilibrés ? Oui, je vous invite à lire, il est un peu épais, mais le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui dit très précisément qu'il n'y a pas de problème de soutenabilité financière de notre régime. Comment je fais pour maintenir, évidemment, un financement des pensions de façon durable et à un bon niveau pour toutes les Françaises et les Français ? D'abord, par l'activité. Vous savez, créer du travail, créer de l'emploi, générer de la valeur par le travail, c'est dans mon programme. Deuxièmement, permettre justement aux seniors, à tous ces personnes qui ont entre 55 et 62 ans, de pouvoir justement prolonger elles-mêmes leur vie au travail. Vous savez que le taux d'emploi de ces personnes-là est très très faible en France. C'est une question tout de même, Anne Hidalgo. Jean-Luc Mélenchon est en train de se hisser à la 3e place dans les sondages. Vous avez eu des mots assez durs contre lui, mais s'il se retrouve face à Emmanuel Macron, est-ce que vous voterez sans état d'âme pour lui ? Moi, je ne réponds absolument pas à cette question parce que pour moi, d'une part, Emmanuel Macron incarne une droite libérale très dure avec les classes moyennes, avec les catégories populaires. Et Jean-Luc Mélenchon, j'ai des profonds désaccords avec lui. On l'a vu sur les questions internationales. Moi, donc vous les renvoyez dos à dos et vous vous abstenez dans cette configuration. Je ne confie pas les clés du pays à quelqu'un qui a eu de telles difficultés à dire que Vladimir Poutine était un dictateur et que c'était lui l'agresseur. Donc je ne réponds pas à cette question. Moi, je dis aux femmes et aux hommes... Vous dites Nini, Anne Hidalgo. Je suis avant le premier tour et je dis vraiment aux femmes et aux hommes de gauche, si vous voulez que la gauche revienne dans le pays, elle ne reviendra que par cette gauche républicaine, européenne, laïque, sociale, écologique que j'incarne. Et c'est cette gauche-là qui, dans cette campagne, bien sûr, est à la peine, je le reconnais évidemment, mais c'est aussi cette gauche qui va se reconstruire. Qu'a fait Jean-Luc Mélenchon ces 5 dernières années pour reconstruire la gauche ? Rien. Sur RTL, il y a le grand jury tous les dimanches que vous connaissez parfaitement. Il y a le petit jury aussi, c'est le petit jury des enfants. RTL présidentielle. Le petit jury sur RTL.
RTL. C'est une collégienne qui s'adresse à vous, écoutez. J'entends rien. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis en 6e au collège Maison-Blanche. Aux États-Unis, ils ont le droit de conduire à 16 ans. Est-ce qu'en France, on pourrait avoir le permis à 16 ans et pas la conduite accompagnée? Très vite, Pourquoi s'il vous pas? plaît. Moi, je suis plutôt d'accord pour qu'on donne beaucoup de droits à partir de 16 ans, le droit de vote et pourquoi pas, bien sûr, la conduite sans être accompagnée, mais en étant Avec prudent. une voiture, alors il faut Oui, bien sûr, et on ne se passera pas de voiture dans beaucoup de territoires, bien sûr. Anne Hidalgo était l'invitée de RTL. Merci à vous. Merci ce à matin. vous. On retrouve tout cela sur